il y a des choses, il y a des expériences qui sont de l'ordre de l'immatériel. Une femme d'expatriée qui va pendant 2 ans, tout le monde lui dit elle a rien fait. Tout le monde a dit t'as rien fait en fait. En fait elle a fait des choses. Elle a fait tellement de choses qui sortaient de sa zone de confort qu'en fait elle a appris des choses. C'est des skills. C'est juste qu'on ne les valorise pas parce qu'on ne peut pas les valoriser de cette manière, que c'est pas culturel. On m'en avait parlé, on m'avait dit tu vas voir, c'est dur, conjoint suiveur, surtout quand tu es parent, parce qu'en fait c'est là où ça a été complètement bouleversant, parce que je savais plus qui j'étais. Mon identité, je savais plus qui j'étais, en plus avec l'accouchement, avec ce qui s'est passé après et tout. Albert Einstein a dit « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Bouteïna Soubey Burkel est d'origine marocaine. Elle est mariée depuis 8 ans au moment de l'enregistrement de cet épisode. Et vous allez voir qu'elle illustre parfaitement cette citation de par son parcours d'expatriée à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Après avoir travaillé pendant presque 8 ans dans le conseil à Paris, elle a suivi son mari aux États-Unis. Une aventure, vous allez le voir, qui l'a forcée à sortir de sa zone de confort. À Atlanta, Bouteïna a dû faire face à des défis énormes. Loin de son réseau et de sa carrière, elle a en fait lutté pour retrouver son identité après la naissance de son fils. Les remarques sur son inactivité étaient fréquentes, mais elles ne reflétaient bien entendu pas la réalité de son quotidien. Elle a appris de nouvelles compétences, elle s'est adaptée à une culture différente et elle a navigué les complexités d'un système de santé étranger. Déterminée à transformer ses expériences en opportunités, Bouteïna a créé une plateforme digitale pour jeunes parents, exploitant sa propre expérience afin d'aider d'autres familles. Ça s'appelle The Helper. Elle a découvert l'importance de réaliser ses plans à elle plutôt que de simplement les imaginer, en s'inspirant finalement de l'optimisme américain. Vous allez le voir, Bouteïna est un exemple de résilience. Elle a transformé les défis en apprentissage et a construit une vie riche de nouvelles compétences et de découvertes personnelles. Aujourd'hui, Bouteïna est revenue à Paris depuis quelques années. C'est une entrepreneure accomplie et une maman très engagée. Son histoire est une leçon très inspirante sur l'adaptabilité, sur la force intérieure et sur la capacité à créer de nouvelles opportunités, même dans des circonstances les plus difficiles. Cet épisode a déjà été diffusé il y a un peu plus de 2 ans. Je vous invite à le redécouvrir aujourd'hui et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Ah oui, moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Allez, c'est parti. Next stop, Atlanta. Je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, né aux États-Unis. Je suis entrepreneur d'une plateforme digitale pour les jeunes parents. Je suis d'origine marocaine. J'ai la joie de vivre avec mon mari depuis bientôt 8 ans. Et puis, j'ai travaillé pendant 8-9 ans dans le conseil avant. Est-ce que tu peux me parler un peu du contexte avant, de votre départ de France vers les États-Unis? À quoi ressemblait votre vie à ce moment-là, à toi et ton mari? Explosé. On était typiquement le couple qui se voyait que les week-ends. Déjà parce que mon mari était très souvent en voyage et qu'en plus moi avec mon travail de business consultant je travaillais beaucoup et qu'en plus vu que mon mari n'était pas là je travaillais encore plus. J'étais un peu blasée moi de mon côté de ce monde du conseil. J'étais un peu fatiguée de cette vie de couple vachement exposée. Mon mari à ce moment-là lui était à fond dans sa carrière. Il adorait son métier, il adorait sa boîte, il adorait ce qu'il y faisait et là où il allait aller avec eux. Et il était à fond motivé. On lui propose
à différentes reprises plusieurs postes d'expatriation. Donc, on a pendant un long moment le temps de fantasmer. Je dis bien le mot fantasmer parce que ça s'est jamais concrétisé. À chaque fois, il y a eu des trucs qui sont pas faits. C'est normal dans l'expat. Avant que ce soit fait, c'est toujours un peu compliqué. Mais on a failli partir s'installer à Bruxelles, à Tokyo, à Lugano. Ah oui, rien à voir. Une fois, il m'a appelé juste après une réunion dans ma journée un peu classique de parisienne, consultante à la défense. Tu penserais quoi d'aller en Corée du Sud? Non. Ouais, c'était un peu les journées... Donc t'étais plus surprise, quoi. J'étais un peu la blasée en lui disant, mais non. Lui, il a adoré son métier d'industriel et on savait que dans tous les cas, pour ce genre de métier, il était un peu... le passage obligé de s'expatrier. Et en plus, moi aussi, j'aimais bien l'idée de pouvoir connaître autre chose, de rencontrer d'autres cultures. Je commençais à fatiguer de Paris. Lui, dans tous les cas, il était tout le temps avec ses valises, donc il voyait pas tout ça. Ouais. On avait déjà un projet d'agrandir la famille. Ça tombait au moment où je tombais enceinte. Et du coup, bim, entre guillemets, c'est le moment. Notre mode de vie n'était pas possible à 3 comme ça, à Paris. À ce rythme-là, à Paris. À ce rythme-là, on était très peu aidés en plus. Donc on se projetait plutôt dans un cocon ailleurs. Et donc il vient un jour et il me dit c'est bon, on pose notre dossier à l'ambassade américaine. D'accord. Et alors comment est-ce que tu as réagi à cette annonce? J'étais enceinte de quelques semaines. J'étais plutôt partante, comme je disais, parce que j'étais blasée, moi, professionnellement. Je sentais que j'étais prête. J'étais prête à autre chose, quoi. J'étais prête à prendre cette pause, cette bulle, pour faire autre chose, pour me dire, bon, voilà, j'ai mon prétexte pour avoir mon congé parental. Dans tous les cas, je vais gérer mon congé parental. On se l'était préparé pendant 6 mois. J'avais préparé même mon employeur à cette idée. Voilà. Donc, j'ai été plutôt Là, ce jeu, c'est que voilà, le truc, c'était que c'était à Atlanta. C'était pas une ville qui te faisait rêver? Non. Est-ce qu'on peut situer, tiens, je suis sûre que, tu vois, c'est pas New York ou Los Angeles, je pense que tout le monde situe pas forcément où Atlanta. Tu peux nous rappeler où c'est? Alors, c'est, je sais pas pour ceux qui connaissent le film Auteur d'emporte le vent. C'est la ville où Scarlett O'Hara, à ce moment-là, où elle se fait brûler autour et qu'il y a Red Butler qui vient débarquer la sauver. Et c'est une histoire vraie dans le sens où Atlanta était une capitale du Sud et que toute la ville a été brûlée et qu'ils ont perdu en fait tous les vieux bâtiments. Mais c'est une très belle ville à l'origine. On a quelques vestiges qui sont arrivés à garder. C'est une ville très ancrée dans le Sud, dans l'inconscient sudiste. Voilà, je vais préciser ma pensée. C'est-à-dire qu'on peut trouver des maisons dans la région avec des drapeaux confédérés. Les drapeaux confédérés, pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense que si t'as pas, enfin, en tout cas moi quand je vivais pas aux États-Unis, je ne connaissais pas. C'est le drapeau en fait avant donc la réunification entre le Nord et le Sud, et en gros c'est des gens qui vivent un peu encore dans leur tête, voilà, au temps de l'esclavagisme, donc la traite des Noirs. Atlanta, c'est une ville en plus qui a une très forte population afro-américaine, qui a une très forte population blanche à l'extérieur de la ville, mais qui a une très belle université, un très très beau CHU, une vie universitaire très active. D'ailleurs, l'université d'Atlanta, donc Emory, et même l'autre George University, enfin j'ai oublié le nom, mais en gros a beaucoup de parallèles avec des écoles françaises, avec Toulouse, c'est vraiment, ils ont pas mal de ponts et de jumelages avec des écoles d'ingénierie. Georgia Tech, voilà, exactement. C'est une très grosse ville, c'est la 6e des États-Unis. Une belle ville où on vit bien quand on est cadre supérieur, contrairement à d'autres villes américaines. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, on a le bon rapport qualité-prix entre ton salaire et ce que tu peux les grandes villes américaines sont très très chères, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Par exemple, si on la compare à San Francisco, c'est juste pas possible de vivre là-bas. Voilà. Après, si je dois caricaturer, nous, la crèche, après, pour payer, c'était $2000 par mois.
C'est un peu moins cher qu'ici. Nous aussi, on est à 3 000. Voilà. D'ailleurs, je vais raconter cette histoire après, mais en gros, quand on est parti après à Georgetown et qu'on avait déjà visité Georgetown et Boston, j'ai dit à mon mari, après, notre expatriation se serait mieux déroulée si on avait vécu plutôt là-bas. Ah ouais. Oui, parce que Atlanta, en fait, vous avez l'impression que c'est une grande ville, très européenne, mais en fait, c'est une ville américaine, dans le sens où les gens ne viennent dans cette ville que pour travailler. Et ils sortent. Donc, il y a des centres commerciaux, Une ville assez jeune, du coup. C'est une ville assez jeune. Il y a beaucoup de boîtes de nuit, d'ailleurs. C'est pour ça que je crois que Dallas a été tourné là-bas, la reprise de... Enfin, c'est vraiment... Il y a des références assez pop culture, assez incroyables. En fait, dans notre immeuble, il y a eu le film Miami, Flic à Miami, qui a été tourné, le dernier qui a été tourné. Ouais. C'est vraiment cette culture très grosse voiture, un peu clinquante. C'est vraiment l'âge d'or des gens qui veulent réussir et qui ont fait de bonnes études et qui ne peuvent pas se permettre d'aller à New York pour X ou Y raison, parce que New York est quand même coûteuse et énergivore. Énergivore, c'est clair. C'est une bonne description, ça. Donc Atlanta, pour nous, c'était le bon, on va dire, compromis pour une famille qui allait se construire. Par contre, moi, je ne voulais pas aller en maison. Ah ouais? Ouais, parce que je voulais pas être l'expat avec la maison. Ça veut dire quoi, être l'expat avec la maison? Parce que tout le monde me disait autour de moi, mais tu vas aller en expat aux États-Unis, c'est bon, tu vas aller dans une banlieue américaine avec la maison, le chien, genre à la piscine. Desperate Housewives. Ouais. Donc, du coup, je voulais pas jouer cette carte-là. Et en plus, vu que je savais que mon mari allait pas mal voyager, même en expat, je me voyais pas être en maison. Être seule. Voilà, toute seule avec un enfant aux États-Unis. Bon. Après, Atlanta, c'est quand même une ville où les gens portent des armes à feu. Pas loin de chez nous, de l'immeuble. Enfin, le dernier mois, juste avant de partir, en plein Covid, il y a eu, je sais pas, 4 tirs à armes à feu dans un centre commercial. Enfin, c'était des trucs. Je me suis jamais sentie en fait vraiment en sécurité. C'est un truc très bizarre, très paradoxal. On sait qu'on est dans un pays puissant, mais on se sent pas en sécurité. Et ça, j'avais pas l'habitude en fait. Ayant vécu au Maroc, je sais ce que c'est d'être dans un pays où on n'est pas forcément en sécurité partout. C'est un sentiment diffus. En plus, j'étais enceinte, j'avais un bébé. Après, enfin, on est toujours un peu plus protectrice. Enfin, Bien sûr. Voilà. Et puis, j'avais pas d'amis. On a eu 3 jours pour aller à Atlanta, visualiser où on allait habiter et choisir notre quartier. C'est un voyage de repérage que vous avez fait avant de vous y installer? Exactement. On a fait un voyage de repérage, si je dis pas de bêtises, en avril, qui est la meilleure saison pour visiter. Parce que c'est un été assez humide. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Le sud des États-Unis, pour ça, c'est dur. C'est sous-tropical, donc il fait très très chaud, très très lourd. Et en plus, moi, du coup, j'étais enceinte, je pouvais pas sortir beaucoup parce qu'il y avait Zika à ce moment-là. Donc les moustiques, il fallait pas. Enfin bref. Et en plus, il faisait chaud, donc c'est toujours compliqué quand on est enceinte et qu'il fait 45 degrés dehors. Mais la meilleure période, si vous voulez visiter, pour aller entre Savannah, Charlottesville, des choses comme ça, le sud des États-Unis est assez joli. C'est très nature et découverte. L'automne est magnifique. Il est très doux. Ça me rappelait les automnes de Casablanca, donc ça, c'était parfait. Ah, génial. Donc c'est l'été qui était un peu hostile, quoi. Ah ouais, c'est l'été jusqu'en octobre, il pouvait faire 35 degrés. Hein. En plus, t'avais pas mal de tempêtes. C'était violent, quoi. Après, voilà, on s'habitue, on sait qu'il va y avoir des inondations, mais c'est sûr que moi, typiquement, j'étais pas sereine aussi par rapport aux maisons là-bas. Peut-être que je me faisais des films, certainement. Mais les maisons sont souvent construites en bois, et ils nous disaient, faites attention, il peut y avoir des foudres. Et ils nous le disaient avec une placidité sudiste. J'ai regardé, c'est-à-dire... excusez-moi, mais les maisons, normalement, c'est solide. Hein. Les 3 petits cochons, ce n'est pas possible. Hein.
Et ça, c'est les écarts culturels. On se rend pas compte, mais les États-Unis, c'est vraiment différent. Et encore plus l'État de Géorgie. Et en fait, c'est fou parce que tu vois ce que tu me décris, ça n'a mais rien à voir avec les États-Unis que moi je connais. Si tu veux, ici, le port des armes, ça existe pas. Les gens ne marchent pas. Juste pour info, les gens ne marchent pas à Atlanta. Quand tu marches, les gens te regardent. Ça fait partie des nouvelles villes américaines. Buffalo, c'était ça aussi. Ouais. Voilà, attends, on reprend un peu l'histoire chronologiquement. Donc du coup, vous faites votre repérage. 3 jours. Bon, c'est déjà super chouette de pouvoir les avoir, mais j'imagine que ça passe très vite. Franchement, pour le coup, on a eu de la chance. Mais par contre, on n'avait toujours pas de plan où on allait habiter. On a trouvé à peu près où on allait habiter. C'est les fameux immeubles avec piscine, service, bel appartement, mais que du vitrage, donc sympa. Dur pour l'écologie en été. Ça, c'est des trucs très chauds. Aquarium, du Sud-Amérique, de l'Amérique du Sud. Enfin, c'est vraiment particulier. Et ils aiment bien les grandes baies vitrées. Ils s'en foutent d'utiliser la climatisation à fond. Mais voilà, c'était. On a trouvé à peu près notre quartier. Moi, je voulais quelque chose walkable pour Whole Food. Pour Publix, enfin c'était des choses comme ça. Aller faire tes courses à pied, quoi. Exactement. Être indépendante à pied. Exactement. Mais à ce moment-là, il y a eu quelqu'un dans l'équipe de mon mari qui m'a dit mais ta femme, elle doit absolument conduire ici. Moi, j'ai regardé. Il y a Amazon. Hein. Et en fait, je déteste conduire. Quand on m'a dit ça, on me l'a dit surtout à mon mari. Du coup, mon mari a fait une pression de malade, mais moi, j'ai pas changé d'un iota. Donc, il était convaincu que j'étais pas bien parce que j'avais pas conduit la voiture. Question, tu dis donc tu travaillais pas, enfin t'es arrivée donc aux États-Unis, mais c'était un changement hyper radical, quoi, parce que tu bossais comme une dingue à Paris. Ton mec était tout le temps en déplacement. Ouais. Là, maintenant, t'arrives, t'es enceinte, dans un nouveau pays, là où en plus il faut conduire, ça t'intéresse. Enfin, c'est pas un truc qui te branche particulièrement. T'es du coup plus à la maison. Enfin, tu passes d'un extrême à l'autre. Comment est-ce que tu vis ce ralentissement ? Mal. Très mal, parce qu'en plus, il y a un décalage horaire. Je me sentais décalée. J'avais plus rien à raconter à mon mari. J'avais plus rien à faire. J'avais un pseudo-blog à l'époque, j'ai essayé de me maintenir, j'ai essayé de lire, de me former à des trucs. En plus, avec la grossesse, j'avais envie de rien faire. Je sais pas, j'avais ce truc de la grossesse où en fait on est fatigué, on sent les neurones fatigués, j'avais envie de dormir tout le temps, alors que moi je dormais jamais, je faisais pas de sieste, je dormais assis sur mon fauteuil, c'était des trucs... Ça m'est rarement arrivé de me sentir aussi... ça a été très dur. J'ai passé mon anniversaire d'ailleurs toute seule parce que mon mari était en déplacement et j'étais enceinte de 8 mois. Et puis tout le stress à côté de trouver le bon docteur. Dans tous les cas, jusqu'à mes 9 mois, en fait, ma bande passante était sur le bébé. C'était la grossesse, trouver le bon docteur, parler anglais déjà. Parce qu'il fallait parler le langage technique de la grossesse, un médecin. Ça te stressait, ça ? Ça m'a pris la tête parce qu'en fait, j'étais pas particulièrement à l'aise avec l'anglais, mais en même temps, c'était un bel exercice. Et puis les Américains, vu que en fait, on sait pas d'où vous venez, ils s'en foutent quelque part. Donc, vous parlez comme vous voulez. Ils acceptent en fait l'accent, contrairement. J'ai déjà vécu en fait une forme d'expatriation en France, et en France, on n'arrêtait pas de me dire d'où vous venez, quel accent vous avez, d'où vient votre prénom, comment on le prononce. C'est fou. Les Américains, en fait, c'est la magie de l'Amérique, c'est ils vous prennent comme vous êtes. Bon, après, ça a été galère. C'est clair. Essayez d'épeler Boutena en anglais pour la numéro de sécurité sociale. Bon courage. Avec l'accent, et l'accent sudiste, hein. S'il vous plaît, essayez de comprendre l'accent sudiste au téléphone, c'est vrai, juste galère. C'est vrai qu'il y a un accent, c'est vrai. Mais c'était des trucs, j'ai passé mon temps déjà pour aménager notre foyer, parce qu'en fait, on est parti avec nos valises, on n'avait pas de déco ni rien. Donc, il fallait tout trouver les marques, se faire livrer. Ça a été quand même une logistique assez importante pour se sentir à la maison avant l'arrivée du bébé.
Et en fait, j'étais dans cet état de fébrilité qui me prenait beaucoup d'énergie et je m'en rendais pas compte, en fait. Et en fait, à ce moment-là, ma culpabilité et le fait de manquer de confiance en moi, ça a commencé à prendre le pas à ce moment-là. En plus, on se disait, c'est les hormones de grossesse. Voilà. Tu changes, c'est les hormones de grossesse. C'est ça. Dans tous les cas, c'est les hormones. Tout le monde te disait ça. Ouais. À ce moment-là aussi, mes parents ne reçoivent pas le visa. Donc, je commençais à être... Ils voulaient venir te voir? Ils voulaient venir me voir pour l'accouchement. La perspective d'accoucher sans ma mère a été très, très, très dure à digérer. Et j'avais remué ciel et terre, parce que c'est elle en particulier, qui n'a pas eu le visa. Mon père a eu le visa, mais pas ma mère. C'est parce qu'ils sont au Maroc, ils peuvent pas venir avec comme le visa touriste. C'est ça, il faut un visa. Il faut un visa B. D'accord. En fait, il faut un visa B touriste, mais pas un ESTA. Il faut un visa. C'est dur. Ça a été dur. Et en même temps, en fait, pour la blague, c'est que ma mère vient de recevoir le visa américain. Sérieux? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais su pourquoi. On a essayé de contacter l'ambassade. En plus, l'ambassade américaine, essayer de les contacter, c'est comme... Il y a un mur, en fait. On n'arrive pas, on n'a pas d'infos. Ouais. Donc, si je récapitule, une fin de grossesse difficile, ton mari qui voyage beaucoup, tu te retrouves seule, tu as du mal à t'intégrer, à te sentir chez toi. Ta famille ne pourra pas être là pour l'accouchement. Tu as quitté ton job, donc tu as aussi passé tes rythmes d'un extrême à un autre. Comment ça se passe, du coup? Déjà, je détestais l'idée d'être mère au foyer. C'est pas... En fait, je l'assumais pas. C'était bête. Je sais que c'est un travail de malade. Je le savais rationnellement qu'on en avait besoin en plus. Parce que logistiquement parlant et même dynamiquement parlant, c'est-à-dire notre dynamique de famille ne pouvait pas survivre 2 parents qui sont jamais là. Et c'est pour ça, je vais détruire un mythe tout de suite, c'est qu'on n'était pas l'expat. Normalement, quand il y a les couples d'expats qui partent en Géorgie, ils prennent la voiture et ils passent toute la semaine en train, parce que normalement, on finit tôt en Géorgie, Atlanta, de travailler, et puis après, on profite de la life, barbecue, enfin, nous, c'était pas ça. Ils rentraient, ils étaient tellement fatigués qu'ils comataient, ils terminaient tard le soir, ils commençaient très tôt pour l'horaire américain, pour l'horaire français. J'avais mon mari à côté de moi, mais j'avais pas l'impression de l'avoir vraiment plus retrouvé que quand il était au Japon. Ouais. C'est fou. Tu me disais que en fait, tu t'étais préparée à ce que ça aille bien parce que tu avais déjà en fait finalement tout plaqué une fois pour le rejoindre. Tu avais quitté le Maroc pour venir t'installer en France. Tu peux m'expliquer un peu le parallèle du coup et ce qui est vraiment différent cette fois-ci? Plein de choses. En fait, déjà la première fois où j'ai été expat, je me considérais pas expat parce qu'on ne considère pas une Marocaine qui vient faire des études pour rejoindre son chéri expat en France. On n'appelle pas ça expat, on appelle ça immigré à la limite. Regroupement familial. Même si c'était pas vraiment un regroupement familial. Ouais, mais dans ta tête, tu te dis que tu pensais que tu venais de manière temporaire ou non, je savais t'installer pour une nouvelle vie. C'était vraiment une nouvelle vie. Je savais vraiment que c'était mon mari, que c'était mon fiancé à cette époque-là et que on allait nous établir vraiment à Paris. La différence, c'est que je me suis inscrite à l'université Paris-Dauphine. Je vous rassure tout de suite. Le choc culturel a été quand même dur et pourtant je maîtrisais la langue, je maîtrisais soi-disant les codes culturels et en fait c'était malgré tout trop dur parce que déjà il y avait pas le soleil. Et ça a été dur. Et en fait j'ai mis 1 an à m'en remettre parce que j'avais pas beaucoup d'amis, qu'il fallait refaire tout le tissu social, que j'avais perdu ma confiance en moi à trouver du travail parce qu'en plus voilà tout ce que j'avais construit là-bas était remis en cause. Et d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles je me sentais pas prête à travailler enceinte aux États-Unis. Je savais ce que ça allait me coûter énergétiquement, entre guillemets. J'étais enceinte de 4 mois et demi. Je me voyais pas investir la même énergie que j'avais investie en France, beaucoup plus jeune en plus, pour en plus un travail que j'allais mener pendant quelques mois avant de m'arrêter et qu'en plus pour le coup pour en avoir parlé à d'autres femmes qui étaient dans exactement la même situation, l'univers professionnel américain est très très dur, c'est autre chose et il faut avoir le temps et l'envie pour s'y investir, ce qui est normal comme
tout univers professionnel. Sauf que moi, je me sentais pas disponible. Voilà. Et donc, effectivement, moi, je me disais, bon, bah, dans tous les cas, ça va, tu l'as déjà fait une fois, tu t'en es relevé. Bon, il y a un paramètre qui a changé, c'est quand même ma maternité et le fait de vraiment officiellement dépendre financièrement de mon époux. Même si on avait établi un mécanisme de compensation, parce que voilà, je réalisais une création de valeur, et qu'on avait fait l'expatriation ensemble, on avait établi un mécanisme de rémunération. On en avait parlé, on m'avait dit tu vas voir, c'est dur, conjoint suiveur, surtout quand tu es parent, parce qu'en fait c'est là où ça a été complètement bouleversant, parce que je savais plus qui j'étais. Mon identité, je savais plus qui j'étais, en plus avec l'accouchement, avec ce qui s'est passé après et tout, même si j'avais eu un accouchement peinard, tout s'est bien passé, il y avait vraiment physiologiquement tout s'est bien déroulé, mais je savais plus qui j'étais et je savais plus qu'est-ce que j'étais capable de faire en fait personnellement. Et en réalité, maintenant avec le recul, ces 2 ans passés là-bas, j'ai énormément appris et je le regrette pas, mais ça a été challenging, on va dire. Qu'est-ce que tu as trouvé comme ressources en fait pour continuer cette grossesse de la maison? Déjà, la première chose, c'est pour ça que j'ai créé ma boîte, parce qu'en fait, je me suis rendu compte vraiment de la solitude de l'expérience, parce qu'il y avait très peu de choses qui pouvaient se faire à distance. Il fallait se déplacer en France, il fallait se déplacer aux États-Unis en plus. J'y comprenais rien. C'est quoi ta boîte exactement du coup? The Helper, c'est une plateforme de bien-être pour les parents et les enfants. C'est pour aider les parents à naviguer ces 3 premières années. C'est comme une plateforme de formation à distance en gros, mais personnalisée. C'est-à-dire que c'est pas des masterclass préenregistrées seulement. Il y a un peu de tout pour chacun sur toute la période, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. C'est vraiment... c'est même la partie professionnelle, c'est le stress parental, c'est le postpartum, c'est éveiller son enfant. J'ai tout donné dessus parce que effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et en plus, je me rendais compte que même quand je venais à Paris, pendant ces vacances-là, on est revenu à des périodes données pendant suffisamment de semaines. Je retrouvais mes parents à ce moment-là et ma belle famille. Mais j'étais dans un tel état que j'ai mis 1 mois à m'en remettre en fait, parce que j'étais hyper fatiguée, parce que mon enfant ne dormait pas, parce que j'avais pas eu de visage familier que je connaissais autre que mon mari depuis ce moment-là. Après, j'ai eu de la chance, c'est que grâce aux Américains, et ça c'est la magie des Américains, il y a eu quelqu'un, une concierge, je crois, qui a parlé de moi à ma voisine, qui a dit « Ah, mais tu sais, en fait, elle est enceinte aussi, et toi, tu as un jeune enfant, parlez-vous, voilà. » Et du coup, on est devenu ma mom friend, vraiment, qu'on se voyait tous les jours, c'était ma voisine vraiment de l'immeuble. Et ça a permis de tenir le coup, vraiment, pour le coup, parce que on se voyait tous les jours, et puis du coup, ça a aidé même pour les enfants, parce que moi, je voulais pas que mon enfant soit tout le temps qu'avec moi, en fait. Moi, je voulais qu'il voie d'autres bébés. Et puis ensuite, on a fait le choix d'investir dans une crèche. Mais alors déjà, d'assumer, de dire que j'avais besoin d'aide, ça a été très dur pour moi. J'osais pas, je me disais, mais non, mais en fait, tu fais que ça, et tu n'arrives pas à le faire. Alors, en fait, le fait d'assumer, de dire mais juste j'ai besoin d'une femme de ménage, je m'en sors pas, je suis jeune maman, j'ai un bébé tout le temps avec moi, et en fait j'ai de la chance, j'ai un problème de riche, j'ai un grand appartement, mais j'arrive plus, je suis fatiguée, je ne supporte pas de voir des choses qui vont pas bien. Et c'était quoi qui t'empêchait de demander un coup de main? Tu te sentais coupable? Je me sentais coupable, je me sentais dépendante, je me sentais coupable en fait, je me sentais en faillite, je me sentais en échec. Genre, t'as besoin de quelqu'un d'autre alors que normalement tu devrais le faire. T'es femme au foyer, tu devrais être capable de faire tout ça. Et genre, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? En fait, c'est 2 travaux, en même temps 2 métiers dans une journée.
Il n'y a pas de pause, les gars. Je le dis maintenant, mais en même temps, à l'époque, j'étais pas capable de le dire avec autant d'humour et de sérénité parce que c'était beaucoup plus dur pour moi de ouais, t'étais en plein dedans. Et puis les ressources, non, j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, petit à petit, j'ai... comme je disais, ma famille, mes amis, j'ai retrouvé ma famille. Ça allait mieux. Puis, on a demandé de l'aide. Donc, il y a eu femme de ménage. Ensuite, la crèche, à mi-temps. Ça a coûté cher, mais c'était nécessaire. Même pour ces demi-journées, je faisais que la demi-journée. Je culpabilisais même pour ces demi-journées. J'en pouvais plus. Mais c'était largement nécessaire. Et puis, petit à petit, en remontant un peu le fleuve, le premier anniversaire passe. Ça va mieux. Je dors toujours pas, mais ça va un peu mieux. Mon mari me parle d'une coach pour expat. Et elle a fait un TEDx et son TEDx c'est tellement ça que du coup, en fait, je l'ai contactée et j'ai suivi tout un parcours de coaching. Et ça, je le recommande vraiment. Avant même d'y aller. Du coup, j'ai pu travailler vraiment sur mon assertivité, ma manière de formuler les choses, à prendre du recul. En réalité, j'aurais dû même faire appel à un psy, en réalité. C'est ce que j'allais dire, en fait, ça a peut-être été un peu justement ton psy, parce que, enfin, tu vois, d'une certaine manière... Le psy va t'analyser ce qui s'est passé, alors que le coach va t'amener à prendre des décisions et des actions. Et moi, j'étais pas... en réalité, aujourd'hui, j'ai suffisamment travaillé sur ça. En fait, il y a plein de choses qui ont joué sur ce qui s'est passé, même mon inconscient, parce que il y a des souvenirs avec ma maman qui sont ressortis, parce que ma maman aussi a connu, on va dire, une pause parentale assez similaire. Donc, il y a eu plein de comparaisons dans ma tête que j'avais faites sans faire attention. Et qui se joue parce que quand on est mère, on le devient et on fait appel à nos souvenirs. Il y a plein de choses qui se déroulent à ce moment-là et j'aurais dû, c'est ce que je dis, j'aurais dû peut-être avoir un suivi comme ça, au moins pour pouvoir parler, chose que j'ai pas faite. Mais le coach m'a débloqué pas mal de croyances et c'est ça qui fait que depuis, du coup, j'ai créé 2 podcasts, une boîte. Ça a vraiment été ta reconstruction, quoi, en fait. Donc au final, si je récapitule un peu où on en est, vous vous êtes resté un petit peu moins de 2 ans aux États-Unis, mais vous étiez parti pour rester plus longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Raconte. Moi, j'ai dit stop. J'ai dit que dans les conditions actuelles, est-ce que ça valait le coup de rester aux États-Unis avec notre mode de vie ? Voilà. On n'était pas heureux. On faisait ce qu'il fallait faire, mais on n'était pas heureux. Maintenant, on savait qu'il y avait des choses à faire. Est-ce qu'il fallait rester aux États-Unis ? On n'était pas particulièrement... On a senti à ce moment-là que il y avait pas mal de choses de ce que je venais de décrire qui auraient été facilitées si j'avais été plus au nord. Tout simplement parce qu'il y aurait eu un tissu social européen ou européanophile plus compatible. Par exemple Boston, par exemple Georgetown, par exemple peut-être un peu New York, mais New York était trop énergivore pour une petite famille comme nous. Et donc on se voyait pas continuer dans la situation actuelle. On devait réfléchir sur des opportunités, il devait réfléchir sur ses opportunités professionnelles et puis Covid. Du coup, je me demande quels ont été les grands enseignements de ton côté. Enfin, qu'est-ce que tu as appris sur toi ? J'imagine que cette expatriation, même si elle a été un petit peu écourtée, même si elle a été éprouvante, t'a aidé à mieux te connaître ? Déjà que je pouvais me monter tous les plans dans la tête. Si je les avais pas exécutés, ça servait à rien. Que peu importe tes diplômes, à un moment, il faut faire. Et que
si tu mets suffisamment d'intensité et d'énergie, tu vas y arriver. C'est vraiment l'école américaine. Et j'aime bien leur côté, pas reckless, mais un peu optimiste, voilà. C'est ce côté optimiste. J'ai jamais vu ça, en fait. Moi, je viens du futur où quand même on est assez défaitiste, on est fataliste face au destin, on se laisse porter. On n'est pas dans ce mental très fort, en fait. Et eux, ils assument complètement. J'adore ça. Enfin, ils sont très forts pour ça. Et de leur côté, je prends mon destin en main et je me définis pas par ce que je fais à ce moment T. J'ai rencontré des building managers qui étaient en gros des chefs d'équipe de femmes de ménage qui faisaient ça comme un side job alors qu'elle était photographe de voyage à Cuba et qui était blogueuse à côté. J'ai rencontré des ingénieurs qui conduisaient des Uber. C'est vraiment l'American Dream. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris grâce à eux même. Enfin, et ça c'est, on se rend pas compte parce qu'on ne valorise pas à quel point ça. LinkedIn commence à le faire, mais il y a des choses, il y a des expériences qui sont de l'ordre de l'immatériel. Une femme d'expatriée qui va pendant 2 ans, tout le monde lui dit, elle a rien fait. Tout le monde a dit, t'as rien fait en fait. Ben en fait, elle a fait des choses. Elle a fait tellement de choses qui sortaient de sa zone de confort qu'en fait, elle a appris des choses. C'est des skills. C'est juste qu'on ne les valorise pas parce qu'on peut pas les valoriser de cette manière, que c'est pas culturel. Mais c'est comme les Américains qui disent, en fait, stay at home mom, elle s'est organisée, elle s'est anticipée, elle s'est éduquée et c'est impressionnant ce que j'ai vu, comment elles font. J'ai jamais vu d'autres femmes le faire aussi bien. Elles sont, et des hommes, parce que pour le coup, en plus, ça c'est incroyable. J'ai observé des hommes prendre des congés parentaux et les assumer. Et ça, le fait de voir comment ils en parlaient aussi, j'avais une impression d'avance sur plein de sujets. Il y a une observation sociologique à laquelle j'ai eu droit. C'est vraiment un stage d'observation. Ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, on va dire. Là, maintenant, je suis capable de parler à tout le monde, alors qu'avant, j'aurais pas osé prendre la parole. Ouais. Même avec mon accent effroyable en anglais qui me disait que j'étais une petite Frenchie. J'étais là en train de les regarder. Non, mais mon loco, ça va rien vous dire, hein, donc on va pas aller là. Un vrai Bogart. En tout cas, c'est super de voir que, dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui. T'as l'air d'être beaucoup plus centré, de savoir où tu vas, de savoir ce que tu veux. J'imagine que ça a été une expérience douloureuse malgré tout, mais c'est chouette en tout cas que du positif en ressorte. Je te dis bravo. Oui, c'est ce que je dis et ce que je répète. En fait, je fais toujours la blague. J'étais Gandalf le gris, je suis sortie en Gandalf le blanc. Il faut pas avoir peur de son obscurité. C'est ça le truc. En fait, j'avais peur de ce que je pouvais rencontrer de moi. J'avais peur d'être incompétente, d'être nulle, d'être faible. Peut-être qu'en fait, j'avais besoin d'avoir ce moment de faiblesse. Qu'en fait, à ce moment-là, j'avais tellement donné avant que j'avais besoin de ce moment-là pour reset plein de choses. En fait, quand j'ai des moments difficiles aujourd'hui, et Dieu sait que j'en ai parce que au boulot, parce que j'ai encore un enfant en bas âge, parce que voilà, Covid, parce que mes parents sont quand même loin, parce que je sais que j'ai eu plein de frayeurs avant et puis je les ai dépassées. On apprend plein de choses des États-Unis, mais de manière générale, on apprend du fait de sortir de ce qu'on connaît, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. L'expatriation nous oblige à sortir des automatismes auxquels on ne pensait pas, mais qui sont tellement ancrés en nous. Et c'est ce que j'ai eu déjà en venant en France. Typiquement, je vais dire n'importe quoi. Moi, j'avais l'habitude de dire tout le temps Inch'Allah. Parce que j'ai grandi avec cette culture et que je ne pensais même pas à ce que ça voulait dire. Et quand je suis arrivée en France, je le disais plus une fois. Parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. En France, déjà que j'arrivais dans un pays laïque, donc ça n'avait plus aucun sens.
Et en plus, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment ? C'est à ce moment-là, je me suis reposé la question, est-ce que ça voulait dire remettre tout le temps toutes les choses les plus infimes entre les mains de Dieu ? Ça voulait absolument rien dire. Il y a, à chaque expatriation, ça repose la question de certains automatismes auxquels on pense pas et qui sont tellement ancrés en nous que ça met du temps, en fait. Ce qui est incroyable, quand on envoie un employé en expatriation, on sait qu'il faut qu'il s'adapte. Mais on pense jamais à la famille. Ouais. Alors qu'en fait, c'est vrai. Tous les expatriés vous diraient... Moi, j'ai rencontré il y a pas longtemps ma directrice de crèche qui m'a dit... moi, j'ai connu 3 expatriations. À chacune, un seul membre de ma famille a été heureux. Elle l'assumait. Elle disait, non, mais ça dit tout. Voilà, c'est hyper... À un moment, en fait, dans tous les cas, on peut pas être tous heureux. Et c'est normal. C'est juste, il faut savoir pourquoi on le fait. Donc, on l'a fait pour telle personne et ça remplit l'objectif de la famille. Mais est-ce qu'il faut le faire pour que tout le monde soit heureux ? C'est aberrant. C'est une équation aberrante. C'est tellement dur déjà d'être heureux tout seul. Mais juste trouver des moments de gratitude ensemble en famille et faire tirer le meilleur de la situation. Mais il n'y a pas de situation où tout le monde va avoir sa part de gâteau, on va dire. Je te remercie pour ces paroles toutes sages. La question traditionnelle de fin d'épisode, c'est quelles sont, selon toi, 5 choses à absolument, alors ça peut être voir, à goûter, à sentir, à vivre à Atlanta pour découvrir le Atlanta de Bouténa. Alors, il faut absolument aller au parc. Il y a un très beau parc, très grand parc, Peachtree Park. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez souvent pour les films, les séries, qui est très beau, très apaisant. Et on n'entend pas le bruit de la ville. C'est vraiment très mignon. Mm-hmm. Il y a un petit parcours à Midtown qui est assez sympa, à côté du parc, pour visiter... toutes les petites maisons et immeubles autour. C'est très joli, ça fait une jolie balade et c'est très sympa. Moi, je dirais aussi, autour de Peachtree, il y a tout un très beau quartier caché de super belles maisons du Sud. Mais vraiment, c'est avec les grandes colonnades, les beaux arbres. Il y a tout un quartier cossu très... doux et arboré. C'est vraiment très beau. Bon, et après, il y a aussi les fameux cinémas américains, des centres commerciaux avec les fauteuils tellement grands qu'on s'allonge parce que vous pouvez même vous allonger. Je l'ai fait enceinte, c'est hyper agréable. C'est vraiment agréable quand même. Sinon, en fait, le symbole d'Atlanta, c'est la pêche. C'est quand même le siège de CNN et de Coca-Cola et du musée des Civil Rights avec toute la maison de Martin Luther King et qui se visite assez bien, mais c'est plutôt petit. Quoi d'autre ? Il y a un très bon restaurant français, le Bill Bocquet, qui est très très bon. Et sinon, bon, il faut manger de la viande au sud. Il n'y a pas à dire. Et les fruits là-bas sont très très bons. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur pour ton entreprise, pour tes podcasts et dans la vie perso. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir à le faire. J'espère que ça va aider et déculpabiliser les auditeurs ou juste les aider à se projeter aussi pour leur conjoint ou à savoir qu'en fait, si ils sont dans un moment un peu compliqué aujourd'hui, ça va aller mieux grâce à eux déjà. Et puis de ne pas hésiter à en parler. Ils sont pas les seuls. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Bouténa pour ce chouette moment qu'on avait passé ensemble, même si ça date un petit peu maintenant. Et puis je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous en partageant cet épisode ou même en nous laissant 5 étoiles et un petit commentaire sur vos applications d'écoute préférées. Ça compte énormément. Alors merci d'avance.
Cet été, vous l'aurez compris, je vous propose de redécouvrir des épisodes de French Expat. On approche des 350 épisodes déjà en ligne, alors il est quand même sacrément probable que vous en ayez loupé un ou deux. La semaine prochaine, on prendra la route d'Austin et on partira à la rencontre de Sabrina. On a regardé un petit peu comment ça se passait dans les autres pays, comment l'autisme était pris en charge, comment la scolarisation des enfants était prise en charge. Et pour ça, on s'est dit, il faut d'abord qu'on choisisse un endroit et qu'on aille voir comment ça se passe là-bas. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que votre été se passe bien. Je vous embrasse. À mardi prochain.